On commence par le module 1 qui porte sur les tableaux de contrôle et il s'agira de voir comment on peut réaliser son autocontrôle en première validation. On va avoir 3 modules et donc un module 2 qui sera le 7 juin, présenté le 7 juin et le module 3 qui sera présenté le 12 juillet. Ces deux autres modules porteront au fil du temps sur l'analyse des résultats et le retour des erreurs les plus fréquentes qu'on a pu voir en cours de première validation. Le support de ce webinaire qui est enregistré sera déposé sur le site de la TIH dans le dossier ENCSSR données 2023. Dans ce module, on va rappeler le processus à partir du dépôt finalement de vos données et jusqu'à notre supervision et qu'est-ce qu'il faut faire entre les deux. On va regarder le découpage analytique, tout ce qui est donné Aramis et Arcane et puis le contrôle de cohérence des données d'activité. En rappel du processus, d'abord, on a donc des données qui sont issues de l'applicatif d'Arcane et des données qui sont issues de l'applicatif Aramis. Donc ces données sont déposées sur la plateforme IENC et un bouton permet de commander les tableaux de contrôle. Une fois que les tableaux de contrôle sont commandés, on attend un petit moment qu'ils soient réalisés et ensuite on va pouvoir télécharger ces tableaux de contrôle. Donc il va falloir contrôler d'une manière assez précise ces tableaux de contrôle. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce webinaire. Si les données sont satisfaisantes, c'est-à-dire que vous n'avez plus ou pas d'anomalies, eh bien, il faudra valider. Donc, il y a un autre bouton pour valider les données, pour les envoyer sur la plateforme et que nous, on puisse les voir. Si les données ne sont pas encore satisfaisantes, pas avec un niveau de qualité suffisant, c'est-à-dire qu'il vous reste des anomalies assez importantes, et bien du coup, il va falloir remettre l'ouvrage sur la table et recorriger en fait ces données avant de pouvoir faire votre première validation. À chaque nouvelle validation, même après la première validation, on devra s'auto-contrôler avant de valider pour être bien certain que ces données qu'on vient lancer du coup sont conformes à ce qu'on attendait. Il y a sur la plateforme IENC un accès rapide à tout ce qui est documentation relative à l'ENC. Donc, c'est sur la droite de l'écran de la plateforme, enfin, dès qu'on ouvre la plateforme IENC. Dedans, il y a la possibilité d'avoir accès directement aux documentations NCSSR 2023 et aux logiciels pour les télécharger, Arcane, Aramis et Visual ENC. Visual ENC étant le petit logiciel qui vous permettra de contrôler d'où viennent vos anomalies Aramis. Au niveau des ressources documentaires, une fois que vous serez dessus, vous pouvez avoir accès à pas mal de PDF sur le guide méthodologique, sur un certain nombre de documents liés directement à l'ENCSSR, la liste des SPE Pharma, LES, etc. Mais il y a aussi des tutoriels sur les phases arcanes à réaliser dans le logiciel qui vont vous aider en fait à réaliser ces phases, comme la phase d'identification qui est parfois un petit peu problématique parce que on ne sait pas par où commencer. Eh bien, il faut commencer par cette phase d'identification où on vient rentrer un fichier qui permettra de faire le lien avec l'année précédente. Il y a l'import des comptes financiers aussi. Il y a un certain nombre de tutoriels très intéressants. Sur la plateforme IENC, pour pouvoir transmettre vos données Arcane et Aramis, ça se présente comme sur l'écran.
C'est-à-dire que vous avez un bouton pour transmettre les données arcanes, un bouton pour transmettre les données Aramis. On vient les chercher, on vient parcourir dans votre arborescence à l'intérieur de votre ordinateur et on vient transmettre les données. Ensuite, on génère des tableaux. Donc, c'est le bouton génération des tableaux. Ensuite, on peut télécharger. Donc, vous voyez la dernière flèche en bas de diapo. Tableau de contrôle, télécharger tous les tableaux et documents. C'est un zip et ainsi, vous allez pouvoir avoir l'ensemble qui se présente ainsi. Tout un zip avec des documents. Alors, on vous a entouré deux documents qui sont relativement importants. Celui que je montre là, le 17 TDB-XLS, qui est finalement le regroupement de la quasi-totalité des TDC, mais sous format Excel, ce qui vous permet d'éviter d'avoir à regarder chaque planche en HTML, où vous ne pouvez pas écrire dessus. Là, pour le coup, ben, c'est possible de garder son fichier de contrôle, de regarder ce qu'on avait, de faire des calculs, etc. Donc, c'est plutôt intéressant de le prendre comme ça. Et puis, il y a un autre fichier Excel qui est relativement important. En tout cas, nous, on pense qu'il est vraiment important que vous le regardiez. C'est l'onglet 3SA où vous faites vos affectations sur les différentes sections. Et donc, ce fichier-là permet de voir les affectations que vous avez faites sur cette année 2023, mais également celles que vous avez faites en 2022 et la comparaison entre les deux, ce qui vous permet de voir peut-être les anomalies que vous auriez pu faire cette année sur les imputations analytiques. Donc, c'est des choses qui sont intéressantes. Je reviens un tout petit peu en arrière. Vous avez aussi la possibilité de télécharger une seule planche, par exemple, de tableau de contrôle, celle que vous voulez regarder vite avant de revalider parce que vous avez fait des modifications de dernière minute. Vous avez du coup, par rapport à ces tableaux de contrôle, une liste qui est des tableaux de contrôle existants qui est disponible sur la plateforme. Alors d'une part, il y a la liste exhaustive des tableaux de contrôle. Nous, par exemple, dans ce premier webinaire, on va regarder que les tableaux de contrôle des planches 1 et 2. Il y a évidemment les planches 3, 4, 5 qui seront étudiées dans les autres modules et la rubrique qui est 6 qui comprend plus d'autres planches encore, c'est l'ensemble des tableaux de contrôle. On a un guide de lecture des tableaux de contrôle qui existe, donc accessible sur la plateforme IENC dans la rubrique des TDC. Il y a un lien aussi dans chaque HTML sur chaque TDC de l'HTML. En fait, si vous cliquez sur le lien, vous avez accès direct au guide qui vous permet d'avoir pour chaque TDC l'objectif du contrôle, les points de contrôle qui ont été réalisés, la source en fait des données qui sont dans ce tableau de contrôle et les actions correctives préconisées en cas d'anomalie. Si vous avez un signalement d'anomalie, soit en toutes lettres, soit par le biais de surlignement en jaune ou en orange des parties erronées. Ce guide de lecture, il est vraiment très, très intéressant parce que souvent, c'est vrai que les tableaux de contrôle sont un peu touffus, il y en a quand même pas mal. Et afin d'orienter votre autocontrôle, la TIH a mis un petit encart supplémentaire à côté de tous les tableaux jugés prioritaires. C'est-à-dire que dans votre autocontrôle, attachez-vous prioritairement à ces tableaux de contrôle qui sont essentiels pour l'autocontrôle. Donc, il y en a un certain nombre quand même, hein, il en reste un certain nombre, mais dans un premier temps, attachez-vous vraiment, obligatoirement, je dirais, au tableau de contrôle prioritaire des planches 1 et 2. On aborde le découpage analytique. Alors, vous savez, dans la comptabilité analytique, il y a des choses très importantes. C'est évidemment le découpage analytique, puisque c'est ça qui va tout faire derrière, finalement, dans la précision
des coûts qu'on va obtenir. Il y a les imputations et il y a les clés ou les unités d'œuvre utilisées. Donc, dans ces trois items extrêmement importants, le découpage analytique, c'est le premier. Donc, c'est pour ça qu'on en parle en premier. En objectif, dans le découpage analytique, les sections, elles doivent être homogènes. Homogènes en activité, en données. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir toutes sortes d'activités différentes dans la même section, sauf particularité ou impossibilité d'avoir une même homogénéité de moyens en face. Donc, en fait, quand on a une homogénéité d'activité, en face, on doit avoir évidemment les moyens qui ont contribué à réaliser cette activité et uniquement ces moyens-là. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on va s'attacher à faire dans le découpage analytique. À la fois être fin et précis, mais évidemment, tant qu'on peut être précis et fin. Si on ne peut pas, parce qu'on ne sera pas suffisamment robuste dans l'imputation des charges qui ont été consacrées à cette activité, alors on va essayer de regrouper plusieurs activités pour lesquelles on va avoir une robustesse après de coût. Et pour le NCSSR, la finesse de description des sacs est totalement liée et dépendante en fait de vos UM d'hébergement du PMSI, puisque vous avez un lien direct entre vos UF d'hébergement du PMSI, les UFH, et les sacs. On vous rappelle que le découpage analytique, il est d'abord paramétré dans le logiciel Arcane, puisque c'est les premières étapes que vous faites dans le logiciel Arcane, puis il sera importé dans le logiciel Aramis une fois que vous l'aurez terminé. Vous auriez terminé le paramétrage. On revient sur les unités médicales d'hébergement du PMSI. C'est ce qui permet effectivement de réaliser le lien UM-SAC dans le fichier en Aramis. Les UM utilisés, ce sont les UFH du PMSI. On peut vérifier la liste des UFH qu'on a directement dans le logiciel du PMSI ou alors via le tableau de contrôle en fait de votre OValid. C'est le 1Q4 qui s'appelle UM derrière et c'est votre colonne, la colonne, enfin vous obtenez un tableau ainsi qui est présenté là et c'est la colonne qu'on a surlignée là en rouge. Donc, elles sont anonymisées, ces UFH, parce qu'elles ont des noms chez vous. Elles peuvent s'appeler gauche, droite, unité, premier étage, etc. Mais en tout cas, dans l'Ovalide, après, elles ont des numéros simplement. Et on voit en fait, après, elles correspondent à des UM d'autorisation aussi. Donc là, c'est la 51A, par exemple, pour ce qu'on a copié là. Et il n'y a donc qu'une UM d'autorisation 51A, mais vous avez 3 UF d'hébergement dans votre PMSI. Donc, vous pourriez, si vous le vouliez, faire 3 sacs, pas plus. Vous pouvez évidemment n'en faire qu'une, si vous n'avez pas d'hospite partiel, mais là on voit qu'il y a en mode d'hospitalisation, il y a une hospite partielle, donc là vous aurez au moins 2 sacs. Les UFH doivent pouvoir avoir donc un lien direct avec les sacs. Si ce n'est pas le cas, l'établissement sera obligé de regrouper ses activités selon ces UFH qui sont existantes dans le PMSI. Parce qu'il faudra mettre donc en concordance, comme je vous l'ai dit, ces UFH. Et nous devrons, si on veut affiner le découpage génétique des sacs, il va falloir modifier les UFH au PMSI. Sur le découpage analytique, il y aura des tableaux de contrôle qui seront produits donc dans le ZIP, dont vous parlez tout à l'heure. Donc, il y a le tableau de contrôle 1.1.1, les SA figurant dans Arcane, mais pas dans Aramis, et le 1.1.2, les SA figurant dans Aramis, mais pas dans Arcane. Vous l'aurez bien compris, évidemment que les découpages analytiques qu'on va avoir paramétrés dans Arcane vont être transmis sur Aramis, et il ne faudrait pas que dans Aramis, on ait des sections qui n'existent pas dans Arcane, qu'on a identifiées dans nos fichiers Aramis, ou bien des sections dans Arcane qu'on n'aurait pas dans Aramis. Donc, ces deux tableaux de contrôle permettent de savoir qu'on a une parfaite concordance de découpage génétique entre les deux. On a un document que nous, on va vous mettre sous forme de tableau de contrôle dans le fichier navette qu'on produit à chaque validation.
c'est la mise en concordance que vous faites initialement dans Arcane. Vous aviez un découpage analytique en N-1, vous en avez un cette année, donc vous avez pu ajouter des sections ou au contraire en supprimer. Eh bien, le logiciel Arcane vous demande de mettre en concordance entre N et N-1 vos différentes sections. Par exemple, on peut avoir une SAC qui est une même SAC qui était en 2022 unique, mais qu'on dispatche en deux parties, et c'est le cas de vos deux premières lignes, une affection de système nerveux adulte, on a créé une unité EVC-EPR, et bien voilà, on va mettre en concordance avec l'unité EVC-EPR, ce qui la concerne. Ensuite, on a par exemple la radiologie. En 2022, c'était un numéro un peu tronqué qu'on avait utilisé parce que c'était le numéro de radiologie. Il s'avère que c'est une radio standard. On a rectifié le numéro, on l'a bien appelé 932 511 et donc du coup on met pour autant en relation la radio standard de 2023 avec la radiologie qui était une radio standard en 2022. On a créé cette année une unité d'échographie. On veut en tout cas préciser son découpage analytique, c'est possible. On a créé donc une nouvelle SAMT d'échographie 932-52. L'année dernière, elle n'existait pas du tout, cette activité, c'est une nouvelle activité. Là, on va donc mettre que l'année dernière, c'était non concerné. Ça, c'est quand vous faites en fait vos différentes concordances de découpage analytique entre N et N-1. Du coup, c'est vraiment très intéressant qu'on le regarde, ça, parce que quelquefois, on peut faire des petites erreurs dans la mise en concordance, et du coup, ça va impacter derrière les comparaisons qu'on a sur les coûts unitaires d'une année sur l'autre. Et si la concordance n'est pas correcte, on va du coup produire des comparaisons totalement biaisées. Dans le découpage analytique que vous faites dans Arcane, vous avez aussi du coup à définir les logistiques que vous utilisez, celles sur lesquelles vous êtes concerné. Alors la SLP, oui. Quand vous avez une crèche, même quand celle-ci elle est sous-traitée, il faut créer la SLP crèche. Lorsque vous avez des indemnités de rupture conventionnelle, retraite, licenciement, etc., ces indemnités, elles vont s'imputer dans la LGG SALP hors CLM, CLD. Du coup, il n'est pas utile de créer une nouvelle section de LGG SALP. En revanche, lorsqu'on est un établissement public, on a forcément une SALP pour tout ce qui est absence longue durée ou longue maladie. Au niveau de la LGG-SACG, qui correspond à la direction générale, les finances, la comptabilité, la gestion économique, l'accueil central, etc., vous avez en fait la liste de ce que ça concerne directement dans l'arbre analytique qui est donc présent sur le site de la TIH. L'arbre analytique, vous pouvez aller le voir, il y a toute une description de toutes les logistiques, puisque c'est les sous-parties de découpage analytique possibles dans un établissement par rapport à ces logistiques. Donc le LGG-AGM, pareil, vous allez voir qu'il y a tout ce qui est création et gestion de dossiers, etc. Et ça comprend ça. Ça peut vous aider à être beaucoup plus pertinent dans vos imputations, notamment du personnel, mais aussi du reste. Au niveau on fait un petit focus là un peu sur les AGM parce que entre SACG et AGM, souvent il y a un petit peu de freinte entre les deux. Et le temps de gestion des dossiers médicaux, en fait, un dossier patient, il y a un dossier médical, il y a un dossier administratif. Le dossier administratif, c'est les AGM. Et le dossier médical, tout ce qui est la gestion du dossier médical, eh bien là, ça se gère dans les unités cliniques et médico-techniques. Donc du coup, on doit avoir la partie de gestion des dossiers médicaux bien dans les SAC et les SMT. Si c'est le même personnel, on peut dispatcher sur les différentes sections en fonction d'une estimation. Dans le découpage analytique encore des logistiques, vous avez à paramétrer le mode
du coup de ces logistiques, si c'est de la sous-traitance partielle ou totale, si c'est totalement internalisé ou si cette logistique est plutôt réalisée avec un mode de groupement. C'est-à-dire que vous avez un GCS ou un GIE qui gère cette logistique. Lorsqu'on paramètre en sous-traitance, donc ça on le voit certaines fois dans vos établissements, le paramétrage en sous-traitance, il est vraiment réservé à de la vraie sous-traitance. C'est pas quand on sous-traite une partie, par exemple, qu'on sous-traite sa maintenance à des prestataires externes. C'est pas vraiment ça en fait, hein. C'est vraiment de la vraie sous-traitance avec du personnel qui n'appartient pas à l'établissement. C'est ça la sous-traitance, partielle ou totale d'ailleurs. Il peut y avoir une partie qui est sous-traitée, par exemple, on peut sous-traiter une partie du DIM. On a un prestataire externe, mais en même temps, on a aussi une team ou un team à l'intérieur de son établissement. Donc là, on est partiellement sous-traité. On a mis quelques petits exemples, surtout sur la maintenance des équipements médicaux, qui effectivement, hein, souvent est externalisé, évidemment, mais ça ne veut pas dire que la LM génie biomédical est en sous-traitance, bien sûr, hein. C'est finalement le personnel qui gère cette sous-traitance, cette logistique, si il est sous-traité, si c'est une prestation externe qu'on va paramétrer en sous-traitance, etc. Le paramétrage en groupement, donc, il est à renseigner lorsqu'au moins une part significative de la prestation qui est assurée par la SMT ou par la logistique est assurée par un groupement. Je vais à présent continuer cette présentation sur les contrôles liés aux données d'Arcane. Donc, dans un premier temps, nous avons le TDC 121, donc indicateur de la feuille de contrôle d'Arcane. Donc, ce TDC, en fait, il retrace tous les contrôles qui ressortent à corriger ou à vérifier de votre onglet contrôle d'Arcane. Et il permet de visualiser tout le résultat de tous les contrôles embarqués dans le classeur. Donc, en fait, dans cet exemple, on va avoir en première colonne donc le nom du contrôle avec l'onglet cible du contrôle. Sur la deuxième colonne, le descriptif du contrôle. Et enfin, le résultat du contrôle. Là, on peut voir par exemple qu'on a un contrôle C2 en onglet 3SA. Donc, il reste où il y a trop de montants affectés dans cette phase et c'est à corriger. Donc, dans ce cas-là, il faudra retourner sur l'onglet 3SA et cibler le ou les comptes concernés par le contrôle qui ressort. Donc là, c'est important que tous les indicateurs soient OK ou à vérifier. Si vous avez des contrôles à corriger, il faudra apporter les corrections correspondantes. Et si vous avez des contrôles à vérifier, il faudra aller analyser le contrôle et apporter une explication au superviseur. Donc l'onglet de PC, donc qui est le premier onglet à remplir au niveau d'Arcane, un double objectif au niveau de cet onglet. Donc dans un premier temps, vous allez devoir saisir votre balance générale de l'année N au format de PC ou importer le compte financier pour les établissements publics et SPIC. Dans un deuxième temps, il faudra sortir des coûts de l'étude les charges qui ont un caractère non incorporable, autrement appelé CNI, ainsi que les PND, donc les produits non déductibles, tout ce qui est produits d'activité hospitalière, les recettes d'activité subsidiaire, etc., etc. Donc pour ce faire, vous avez différents moyens à mettre en œuvre. Donc établir une table de correspondance qu'on appelle également table de transcodage, qui sera transmise au superviseur dès le début de votre campagne. Donc cette table de correspondance, elle nous permettra de voir finalement tout le transcodage que vous faites entre les comptes de votre balance et les comptes du PC. Attention également à bien respecter la permanence des méthodes dans votre transcodage. Autre moyen à mettre en œuvre donc pour justifier des répartitions entre incorporables, non incorporables, produits déductibles, produits non déductibles. Il faudra faire attention à bien transmettre à votre superviseur le détail de différents comptes, notamment des comptes entre guillemets un peu fourre-tout comme les 658, 758 ou les comptes 791, qui peuvent du coup avoir un caractère déductible ou non, ou incorporable ou non. Pareil pour les comptes 67, 77, 74, ainsi que les comptes 68 et 78. Donc, autre moyen à mettre en œuvre, préparer le détail des comptes de la balance qui devront être répartis sur plusieurs comptes en onglet de PC. C'est le cas notamment des comptes 602, 603. Dans votre balance, vous pouvez avoir un seul compte, finalement 602, 603. Il faudra bien faire attention à l'éclater sur les différents comptes de l'ENC.
tous les comptes de Spépharma, de PSL, de consommables médicaux, etc., etc. Pareil pour les comptes de variation de stock 603. Attention également à la cohérence entre le numéro de compte utilisé dans votre transcodage et le code de dépense des charges suivies au séjour des fichiers 3 et 4. Il faudra bien que les deux soient en correspondance pour assurer un bon suivi au séjour et une bonne correspondance en fait des charges entre votre balance et Aramis. Petit focus sur la préparation du détail des comptes de l'ABG qui devront être retraités sur divers comptes en onglet de PC. C'est notamment le cas des comptes 681 sur les dotations aux amortissements. On a toute une série de comptes au niveau de l'onglet de PC. Donc là, il faudra bien faire attention au bon transcodage, au bon éclatement des comptes 681 et aussi faire attention aux comptes qui sont ventilés par nature en PND. Donc c'est le cas notamment des 681-111 frais d'établissement et 681-121 terrain. Si vous ventilez des montants sur ces comptes-là, ils vont par nature aller en PND, donc il faudra bien vérifier la nature des charges ventilées dans ces comptes. S'assurer que c'est bien du produit non déductible, et pas que des coûts sortent de l'étude alors qu'ils ne devraient pas. On a également les frais de personnel, donc PM, PSPA et SF. Donc là, on attend toute une ventilation en fait au niveau de l'onglet de PC. On a également d'autres comptes, il faudra également vérifier le transcodage d'autres comptes du type 791 en 708 pour un traitement plus précis en onglet 5. Si jamais, par exemple, dans votre compte 791, vous avez des produits qui sont susceptibles des recettes d'activité subsidiaire, dans ce cas, il faudra bien les retranscoder en 708, car le 791 ne peut pas se ventiler sur la colonne activité subsidiaire, alors que les 708 vont par nature en onglet 5. Donc là, attention sur ces comptes-là, les recettes finalement qui sont enregistrées dans le compte de balance. Au niveau de l'onglet CAN, vous avez tous les contrôles C19 qui portent sur l'onglet T. Donc ici, il faudra bien s'assurer qu'il soit OK ou à vérifier. Donc là, par exemple, le contrôle C1, l'onglet n'est pas rempli, etc., etc. Donc ici, les contrôles doivent bien être... vous ne devez plus avoir de contrôle à corriger, en fait, finalement, à l'issue du remplissage de l'onglet de PC. Dans un deuxième temps, l'onglet de ONO. Donc l'onglet de ONO, vous avez le TDC 2.11.1 qui vous permet de vous assurer de la concordance des honoraires déclarés dans Aramis et ceux déclarés dans Arcane. Donc là, ici, on a deux captures d'écran. Donc la première, c'est une capture d'écran de l'onglet 2 ONO d'Arcane et la deuxième, c'est notre TDC 2.11.1. Donc ici, vous pouvez voir que l'établissement a suivi au séjour différents postes de charge. Si on prend le premier exemple, on a 496 € d'activité libérale des médecins intervenants SSR. On peut voir que dans l'onglet de ONO, ce 496 € ont bien été déclarés. Donc ici, on n'a pas de différence entre les deux, donc tout va bien. Par contre, à l'inverse, on peut voir que l'établissement a suivi au séjour 427 € d'activité libérale des praticiens en autres activités médico-techniques. Par contre, aucun montant a été déclaré en onglet de ONO. Donc ici, il faut apporter une correction. Donc soit, si le suivi au séjour est correct, il faudra corriger l'onglet de ONO d'Arcane et le remplir. Si le suivi au séjour n'est pas correct, du coup, il faudra corriger Aramis, le fichier correspondant. Donc, soit le fichier 7 pour les OQN, soit le fichier 8 pour les DAF. On a également le TDC 2.11.3, donc qui permet de rapprocher les honoraires déclarés en RSFC en nature et en montant avec les charges d'honoraires hors exploitation déclarées en onglet de ONO. Donc ici, la source, ça va être donc toujours l'onglet de ONO d'Arcane ainsi que le RSFC. Donc les écarts doivent être expliqués. Dans notre exemple là, on constate que l'ensemble de l'activité libérale déclarée en onglet de ONO et suivi au séjour, comme on a pu voir juste avant, n'est pas présente en RSFC. Donc ici, il faudra aller vérifier pourquoi un suivi au séjour a été fait et déclaré dans Arcane, alors qu'en RSFC, dans le relevé de facturation, il n'y a rien du tout. Pour expliquer pour chaque nature de charge. L'onglet 3SA. Donc sur l'onglet 3SA, on a notamment le TDC, les deux TDC 1.4, 1.4.1, 1.4.2, qui font un focus sur, alors pour le 1.4.1 sur la LM pharmacie, et le focus, ça va être de s'assurer que les charges médicales soient bien imputées sur les sections consommatrices et non pas sur la LM pharmacie. Donc pour rappel, la majorité des charges à caractère médical doit être imputée sur les SAC et SAMT, les sections consommatrices.
On admet une ventilation sur la LM pharmacie que dans le cas où vous auriez des produits périmés, détruits ou ici, si jamais un poste de charge a été ventilé à plus de 10% sur la LM pharmacie, alors vous allez avoir un contrôle qui va ressortir, un code couleur qui va ressortir. Donc, si jamais c'est le cas, il faudra retourner en onglet 3SA et puis identifier le poste de charge et voir ce qui va pas, si c'est bien, le contenu en fait du poste de charge ventilé sur la pharmacie. Si c'est bien des produits périmés ou détruits, ou alors revoir éventuellement la ventilation sur les sections consommatrices. Le TDC 142, c'est un peu le même principe, mais cette fois sur la LM génie biomédical. Donc ici, le principe, ça va être de s'assurer que les charges de matériel médical et d'entretien maintenance sur matériel médical soient bien imputées sur les sections consommatrices, donc SAC et SAMT, et non pas sur l'ALM génie biomédical. Donc là, si, comme pour l'ALM pharmacie, si vous avez un poste de charge avec plus de 10% imputé en LMGB, il va ressortir avec un code couleur orange-rouge. Donc là, pour rappel méthodo, la majorité des charges doivent bien être ventilées sur les sections, comme je le disais juste avant, mais non pas en LMGB. Donc, toujours sur l'onglet 3SA, le TDC 171, qui est finalement une synthèse des évolutions des charges, produits, ETPR et de l'activité par SA entre N et N-1. Donc là, les sources sont multiples. Onglet 3SA, onglet 1DA, donc c'est le nouvel onglet UO, l'onglet TPR, onglet clé-champ, onglet clé-champ et les données d'Aramis. Donc ici, l'objectif, finalement, ça va être de vérifier la corrélation entre les différentes évolutions de charge, d'activité, de TP, etc. Les variations significatives sont soulignées en jaune, donc quand elles sont supérieures à plus ou moins 30%. Dans cet exemple, on peut voir par exemple la diminution de moins 100% des charges imputées en AGM et en DIM. Donc ici, on constate qu'il y a une anomalie. En fait, finalement, aucune charge n'a été ventilée cette année en 3SA sur cette section, donc il faudra apporter une correction. Un second exemple, sur la section unité EVC-EPR, on constate une augmentation des charges nettes de 22%, alors que l'activité en nombre de journées diminue de moins 28%. Donc on peut en conclure qu'on aura une forte variation du coût journalier de SAC. Donc ici, il faudra apporter une correction, expliquer pourquoi les deux évolutions ne sont pas corrélées. Le TDC 1762. Donc ici, ça va être les évolutions de chargés de produits par SA et par compte, entre N-1 et N. Donc là, vous allez pouvoir ici analyser en fait toutes vos évolutions compte à compte pour chacune de vos sections. Donc là, pareil, si vous avez une évolution en pourcentage supérieure à plus ou moins 30%, donc là, ça va ressortir en jaune. En fait. Du coup, il faudra apporter une explication et en fonction bien évidemment aussi du montant de la charge. Donc là, pour vous aider dans vos analyses, vous pouvez filtrer finalement sur les différentes colonnes. Donc là, vous avez quelques exemples de contrôles à effectuer. Par exemple, identifier les charges médicales ventilées sur les LGG. Les charges médicales, normalement, sont à ventiler sur les SAC et SAMT. Donc, si vous avez des charges médicales ventilées sur les LGG, il faudra apporter une explication, voire éventuellement une correction. Identifier les variations significatives des différents comptes, donc soit les évolutions de méthode d'imputation ou de montant. Identifier l'absence de charge de matériel médical sur les SAC, SAMT, plateau, etc. Filtrer sur les variations significatives en montant, bien évidemment en gardant toujours en tête la notion de volume. Si vous avez un compte qui évolue de 300% mais que ça représente 100 €, ça ne vaut pas forcément la peine de s'y attarder. Et aussi, du coup, voir les variations significatives entre sections de même nature. L'onglet ETPR. Donc pour les établissements qui réalisent le RTC, est disponible une table de correspondance sur la plateforme de la TIH, les catégories de personnel RTC, ENC, SAE. Donc là, ce fichier est téléchargeable pour la plateforme. L'onglet ETPR sert à renseigner le nombre de TPR, catégorie, donc PM, PA, sur chaque section. Là, comme vous pouvez le voir sur la capture d'écran, les charges de personnel sont reportées automatiquement de l'onglet 3A.
Et une fois que vous remplissez vos ETP, vous allez avoir un calcul de ratio automatique dans chaque catégorie personnelle sur chaque ligne. Ces ratios, ils sont comptables dès le remplissage de l'onglet ETPR ou alors via les TDC 1.6.1 à 1.6.8. On contrôle de cohérence de TPR et de charge de personnel salarié sur une section interne. Donc là, le but, ça va être de contrôler en d'onglet ETPR et son équivalent, le TDC 1.6.2, et de justifier de l'absence de personnel salarié. Là, on peut voir, par exemple, sur la SAC réanimation médicale et polyvalence, qu'on n'a aucun ETPR qui a été ventilé sur cette section. Donc là, on a un contrôle qui ressort à compléter. Donc là, il faudra soit apporter une justification, soit corriger l'onglet ETPR et les rémunérations entre SA. Donc là, en fait, dès que vous saisissez votre onglet ETPR, il faudra bien vérifier la cohérence des ratios. Donc, est-ce que, par exemple, dans ce cas-là, sur la SAC médecine générale, le ratio de 41 000 € est cohérent? Si oui, OK. Sinon, il faudra corriger l'onglet ETPR et les charges entre SA. Vous avez également un contrôle de présence simultanée de charges et de TPR. Sur la première SAC, on peut voir, par exemple, que des charges ont été ventilées entre SA, mais qu'aucun ETPR n'a été saisi en onglet ETPR. À l'inverse, sur la dernière SAC, on a un ETPR qui a été rempli. Par contre, on n'a aucune charge qui ressort de l'onglet 3SA. Donc ici, il faudra corriger l'un des deux onglets, voire les deux onglets, ou alors justifier auprès du superviseur. Donc, le TDC 1.6.1 permet plusieurs choses. Donc déjà de vérifier la présence ou l'absence de TPR et de charges par type de SA. Vous pouvez voir sur la première colonne, on a les différentes catégories de personnel. Sur la deuxième colonne, les différents types de SA. Et enfin, les ratios faibles, moyens, enfin minimum, moyen et maximum. Les ratios hors bornes sont soulignés en jaune. Donc là, on a les différentes bornes, par exemple pour le PM entre 20 et 200 KE. La cohérence des ratios minimum, moyen, maximum par SA. Là, par exemple, on peut voir que sur la SMT plateau et SSR en personnel haute, on a un ratio minimum de 7 500 €. Donc ici, il faudra certainement apporter une correction à ce niveau-là. Et on peut voir également dans ce TDC un lissage éventuel des ratios sur les sections. Par exemple, sur le PA sur les SAC SSR, on a un ratio lissé de 43 378 €. Donc si on n'a qu'une SAC, c'est normal que le ratio soit lissé. Par contre, si on a plusieurs SAC SSR, ça veut dire qu'on a eu un lissage des charges en fonction des ETP. Donc là, du coup, il faudra apporter une correction ici. Toujours sur l'onglet ETPR, le TDC 1.6.2. Donc sur les SA en incohérence au niveau des charges de personnel ou des ETP. Donc en fait, ce TDC reprend l'anomalie C6 de l'onglet contrôle d'Arcane. Donc soit vous avez des sections avec des charges imputées en 3 SA sans ETP en onglet ETPR, ou à l'inverse, vous avez des ETP en onglet ETPR, mais pas de charges imputées en 3 SA. Là, on peut voir dans cet exemple sur la SLP ARE, on a des allocations de retour à l'emploi ventilées en PA et PS. Par contre, on n'a pas de TPR en onglet TP. Donc, du coup, là, ça peut être cohérent. À l'inverse, sur la SAC USC, on a 7,94 ETPPA ventilés en onglet ETPR, mais on n'a aucune charge en 3SA. Par contre, on a du personnel soignant ventilé en 3SA, mais on n'a pas d'ETP dessus. Donc ici, il faudra corriger cette inversion, donc corriger soit l'onglet ETP, soit l'onglet 3SA. Alors, on a continuité, l'onglet 5, c'est en Donc, dans un premier temps, nous avons le TDC 1.7.7 qui permet de voir les évolutions des recettes par SA, donc par type d'activité subsidiaire et par contre entre N-1 et N. Donc ici, le but, ça va être d'identifier les recettes d'activité subsidiaire en évolution pour vérifier la cohérence derrière des charges consommées par ces activités subsidiaires. Donc les variations significatives, donc supérieures à plus ou moins 30%, sont surlignées en jaune. Là, dans notre exemple, pour l'année N, sur la rétrocession de médicaments, et plus spécifiquement sur le compte 772.8, on a une évolution de 65 000 €, 64%.
Donc là, il faudra certainement apporter une explication il faudra dans tous les cas apporter une explication sur cette recette, sur l'évolution de cette recette, parce que du coup, derrière, les charges induites vont normalement aussi augmenter. Le TDC 178, donc là, sur le 177, on a vu les évolutions de recettes. Cette fois, on voit les évolutions des charges induites pour chacune des activités subsidiaires. Donc, un double objectif ici. Dans un premier temps, ça va être de détecter les oublis de déduction des charges induites sur les sections en contrôlant la marge pour chacune des activités subsidiaires. Par exemple, pour l'activité prestation délivrée aux usagers accompagnants, on constate une augmentation de 70 000 €, 28% à peu près, des produits. À l'inverse, on voit que les charges ont très peu augmenté, voire même pas du tout. Du coup, il faudra revoir finalement ce point en onglet 3SA et ou en onglet 5. Parce que si on a une telle évolution de recettes, normalement, en face, on devrait avoir aussi les charges consommées en cohérence, qui augmentent aussi. Un deuxième objectif de ce TDC, contrôler la permanence des méthodes d'imputation des charges consommées par les produits d'activité subsidiaire. Donc là, vous allez pouvoir vérifier les imputations de charges consommées via l'onglet 3SA pour les charges directes. Donc en fait, le poste de charge, sur la troisième colonne, vous pouvez voir le poste produit, donc ça c'est les évolutions de recettes. Les postes de charges directes, donc ça c'est les charges ventilées directement en 3SA, et les charges indirectes, donc ça c'est les charges ventilées en onglet 5. Dans notre exemple, on peut voir ici qu'on a 28 000 € ventilés en charges directes en 3SA cette année, contre 0 € l'an dernier. Donc ici, on a une modification de la méthode d'imputation entre N-1 et N. Donc il faudra ici apporter éventuellement une explication. Vous pouvez également voir sur ces tableaux les évolutions des LGG d'imputation, ainsi que les évolutions des postes de charges utilisés pour déduire les charges indirectes. Là, on peut voir qu'on a cette année 10 000 € de charges de PA déduit de la SACG, alors qu'on n'avait rien l'an dernier. Donc ici, il faudra apporter une explication en fait sur cette évolution-là. Impact de l'onglet 5 sur les charges nettes des LMLGG. Donc ça, c'est en fait dans le TDC 8.1 en MCO, 10.1 en SSR. Vous pouvez retrouver en fait tous les calculs de coûts unitaires des LM, LGG, structure. Ces coûts unitaires, ils sont calculés à partir des charges nettes issues de l'onglet 5 et non pas issues de l'onglet 4. Donc là, ici, il faut bien, là comme vous pouvez le voir dans l'exemple, on a nos charges ventilées en 3SA, donc un peu plus de 6 250 000. On a un certain nombre de déductions qui ont été faites en onglet 5. Et il ressort au final un peu plus de 5 300 000 € de l'onglet 5. Donc c'est ce montant-là qui permettra de calculer le coût unitaire de la même pharmacie. Donc là, si vous avez des évolutions significatives de coût unitaire sur une LM ou sur une LGG ou une structure, ça peut évidemment venir d'une évolution en 3SA ou d'une évolution d'unité d'œuvre. Mais attention, parce que ça peut aussi venir d'une évolution au niveau de votre onglet 5. Donc c'est pour ça que c'est important de bien vérifier toutes ces cohérences d'évolution de recettes, de charges induites par ces recettes, etc. Un petit temps d'échange si vous avez des questions, des remarques sur ce qu'on a vu jusqu'ici. Alors, vous pouvez poser vos questions dans le module Q&R. Alors, soit il s'affiche en QR, soit il s'affiche avec la petite icône qui est un point d'interrogation, une icône blanche avec un point d'interrogation dessus. Vous pouvez poser vos questions de cette façon. Vous pouvez aussi nous demander la parole si vous souhaitez poser votre question par oral. Et si vous ne souhaitez pas que votre question, si vous prenez la parole par exemple, soit dans l'enregistrement, je peux suspendre l'enregistrement le temps de votre question. Donc, dans le QR, il y a une question. Quel type de charges sont à ventiler sur la SA génie biomédical? Alors, sur la LM génie biomédical, on vient imputer, comme dans toutes les logistiques, les moyens de cette logistique. C'est-à-dire que là, la personne, c'est donc un personnel qui s'occupe du génie biomédical, et donc on vient imputer cette personne qui s'occupe du génie biomédical. Alors c'est qui? C'est un ingénieur biomédical, vraiment surtout dans le MCO, parce qu'il y a beaucoup de matériels médicaux,
Mais dans le SSR, souvent, c'est pas forcément un ingénieur biomédical, ça peut être le responsable de l'entretien qui fait aussi la gestion des contrats de maintenance, c'est-à-dire que c'est lui qui sait quand un matériel médical doit être révisé, avoir une maintenance, et pour appeler le prestataire qui va faire sa maintenance. Donc c'est cette personne qui gère, ça peut être le directeur aussi qui le fait, ou un cadre de santé. Voilà, donc en fait c'est cette personne qui est imputée, et évidemment aussi les autres moyens qui pourraient être mis à la disposition de cette logistique. C'est-à-dire, si on a un outil spécifique. Donc, en fait, c'est vraiment les moyens de cette logistique. C'est pas la maintenance elle-même des matériels médicaux qui, là, pour le coup, doit être imputée sur la SA, soit MT de plateau, hein, de RR, là, où sont du coup installer les équipements, ou bien sur les sacs. Les lits médicalisés, par exemple, hein, sont et on doit avoir une maintenance régulière. Et là, ben, cette maintenance-là, elle est imputée sur les sacs. Elle n'est pas imputée sur la LM génie biomédical. Est-ce que j'ai répondu? Ça semble, il n'y a pas de commentaire contraire. Bon. Il n'y a pas d'autres questions. On vous laisse peut-être encore quelques instants pour poser vos questions ou lever la main si vous souhaitez prendre la parole. Sinon, on va poursuivre. Pas de questions. On poursuit. Bon, si vous avez un regret, il y aura d'autres temps d'échange où vous pourrez poser des questions, même sur cette première partie, n'hésitez pas. Donc, les questions posées dans le QR sont gardées et ensuite, comme on vient de le faire là, sont lues au moment des temps d'échange pour pouvoir y répondre groupés à ce moment-là. Donc, on poursuit avec l'onglet 6CD d'Arcane et le suivi au séjour Aramis. Donc, le suivi au séjour d'Aramis dont on parle là, c'est uniquement le suivi en montant des fichiers 2, 3 et 4 Aramis. Donc, ces trois fichiers, y arriver. Ces trois fichiers sont des suivis de matériels médicaux, de spé-pharma, de DM, de sous-traitance, de sang aussi, de produits sanguins labiles, etc. Dans le classeur Arcane, l'onglet 6CD est finalement l'onglet qui vient mettre en lien ce qui est déclaré finalement dans chaque section via la comptabilité générale, et on vient déduire ce qui a été suivi sur chaque section au séjour via Aramis. Donc finalement, c'est la mise en correspondance de ce qu'on suit sur Aramis qui vient être déduit de ce qui a été imputé sur chaque section pour les charges médicales, toutes les charges médicales. Il y a un tableau de contrôle, donc du coup, qui permet de visualiser ça d'une manière plus claire que ce qu'on voit dans l'onglet Arcane. C'est le tableau de contrôle 2.12. Du coup, on vérifie que les montants qui ont été transmis sur Aramis, vous savez, il y a des codes en fait, hein, quand on suit les consommables médicaux, on a un code spécifique, la sous-traitance médicale laboratoire, on a un code dans Aramis. C'est ce qui permet d'avoir finalement ces montants globaux sur chacune de ces lignes du tableau de contrôle. Et en face, eh bien, dans votre onglet 6 Arcane, vous avez déduit les montants normalement que vous avez suivis au séjour. Donc, on n'attend vraiment pas d'écart, sauf à la marge s'il y a une petite césure période à un moment donné, mais sur des séjours à cheval. Mais sinon, on n'attend quasiment pas d'écart en SSR, hein, puisqu'on est sur des semaines, hein, donc on n'est pas sur un séjour qui se poursuit sur un mois complet. Donc, on s'attend à ce qu'il n'y ait pas d'écart, et sinon, il faut l'expliquer ou bien venir corriger. Il se pourrait qu'il y ait des anomalies, en fait, finalement, de code
dans vos fichiers Aramis, c'est aussi ce qu'il faut traquer. Quand vous avez des écarts comme ça entre la sous-traitance laboratoire et la sous-traitance autre, comme dans l'exemple, des écarts inversés, bon, bah, il y a des grandes chances que ce soit une anomalie, soit de déduction dans l'onglet SysArcane qui n'est pas sur la bonne ligne du poste de charge médicale concerné, soit le code du poste dans le fichier Aramis qui est erroné. On attend ici de toute façon des écarts qui seraient moins de 5%, évidemment. Il y a un tableau aussi 2.13 qui porte sur le taux de suivi des montants par poste de charge. Là, on veut tout simplement s'assurer du respect de la charte qualité. Il y a une charte qualité pour les charges médicales suivies au séjour. C'est finalement le taux minimum attendu de suivi au séjour par rapport au champ et aux différents postes de charge médicale. Et on calcule là si l'établissement atteint ce seuil minimum. Donc là, dans l'exemple, par exemple, les spécialités pharmaceutiques qui ne sont pas en LES, en liste en SU, sont avec un suivi de 19%, alors qu'on attend un taux de charte qualité à 70%. Il y a donc une insuffisance de suivi qui est calculée et puis on compare avec l'année précédente pour voir si on a amélioré le suivi au séjour ou au contraire si on s'est dégradé. Là par exemple sur les consommables médicaux, on s'aperçoit qu'on n'atteint pas la charte qualité, on est à 2,72% de suivi alors qu'on attend 10%. Néanmoins, l'année dernière, on était à peu près pareil. Donc, c'est pas forcément une erreur, c'est peut-être que l'établissement ne peut pas vraiment aller plus loin, mais il faudrait tenter de le faire, peut-être avec des mises en place de kits ou en tout cas de topper des consommables spécifiques coûteux, mais là, l'établissement n'est pas arrivé à le faire. Donc, tous les postes doivent être regardés. Quand il s'est surligné en jaune, ça veut dire qu'il y a un problème de non-atteinte de la charge qualité ou alors ça peut provenir d'une erreur précédente, comme on l'a vu dans le tableau de contrôle 2.12. Le tableau de contrôle 2.15 porte sur les montants qui ont été déclarés dans les fichiers Aramis. On essaye de détecter via ce tableau de contrôle les montants qui pourraient avoir été erronés dans ces fichiers-là, juste des problématiques de saisie, des problématiques d'extraction qui font que vos coûts sont incohérents et que ça peut se voir. Donc du coup là, on essaye de traquer les coûts maximum et les coûts minimum surtout. Donc les valeurs à 0 sont vérifiées et du coup on vous demande de le faire. Et puis les coûts maximum aussi qui pourraient être aberrants si on a 1 million d'euros, 500 000, même 50 000 en SSR. Ouais, une ligne à 50 000, c'est rarissime quand même hein, sur une spé pharma ou même une sous-traitance transport, etc. Donc voilà, on essaye de traquer les montants un petit peu aberrants pour voir, c'est simplement pour une vérification de cohérence de votre suivi au séjour. Est-ce que vraiment on peut le prendre comme robuste? À chaque fois que vous avez des anomalies qui portent sur un suivi au séjour, pensez bien que vous avez un logiciel Visual ENC qui peut vous donner les séjours sur lesquels ça porte. Comme ça, vous pouvez aller directement à l'erreur qui est signalée dans le tableau de contrôle et vous pouvez voir si c'est vrai à conserver et c'est pas une erreur mais une atypie, ou bien si c'est vraiment une erreur à corriger. Alors, dans le nouvel arcane, en fait, hein, de cette année, il y a des petits changements et on y arrive. Donc, c'est les onglets clés, clés champs, qui sont des évolutions qui sont liées au RTC, puisque dans le RTC, on a l'onglet clé et l'onglet UO.
Donc là, on a conservé un onglet clé champ pour les besoins de l'ENC, qui est l'ex-onglet 7 champs, et l'onglet clé, qui est celui du RTC quasiment, hein, l'ex-onglet 7 log, par les grandes lignes, quoi. Là, il faut du coup qu'on différencie en fait entre le classeur fusionné du classeur non fusionné, puisque le classeur non fusionné va reprendre pratiquement les mêmes remplissages des onglets que ce qui existait avant dans l'onglet 7 champs, 7 log. En revanche, pour le classeur fusionné, et notamment quand on est en multichamp ou en monochamp, dans l'ENC, hein, pas forcément au niveau du RTC, mais dans l'ENC, le remplissage de l'onglet clé pour un classeur fusionné se reporte automatiquement dans l'onglet clé champ, ce qui n'est pas le cas dans le classeur non fusionné. Et dans les établissements, et pour les établissements multichamps, on a un classeur, quand il est fusionné, qui donne l'intégralité finalement des sections analytiques, y compris des champs qui ne sont pas dans l'ENC, puisque on est sur un classeur fusionné, donc qui sert pour le RTC, donc on va avoir un détail, y compris pour les champs non ENC. Dans ce cas-là, le remplissage de l'onglet clé se reporte déjà évidemment automatiquement dans l'onglet clé champ, et vous avez même les activités cliniques hors ENC qui sont automatiquement remplies, puisque on a l'information qui existe dans le classeur lorsqu'il est fusionné. Par contre, ce n'est pas le cas pour la clé actif brut médical, même dans un classeur fusionné. Alors, même en multichamp, il y a forcément quelque chose qui manque, puisque en fait, cette ligne se remplit normalement via l'onglet IMO, et que l'onglet IMO existe dans l'ENC, et que toutes les activités hors ENC, qui sont notamment la psy d'ailleurs, hein, qui n'ont pas d'ENC possible, du coup là ne se reporteront pas en direct dans la colonne activité clinique psy hors ENC. Donc il va falloir le faire manuellement encore, comme vous le faisiez les années précédentes. Donc il y a un automatisme dans le classeur fusionné entre l'onglet clé et l'onglet clé champ. Cependant, il faut quand même avoir un minimum de petits contrôles sur la clé actif brut médicale qui concerne la LM génie biomédical. Au niveau de l'onglet clé champ, vous savez que cet onglet, il permet de ventiler les charges indirectes des LM, LGG et structures sur les champs consommateurs et non pas sur les SA, c'est sur les champs. Et puisque en fait dans l'ENC, on vient éliminer de l'ENC les charges indirectes qui seraient consommées par des activités hors ENC, hors champ étudié en fait. On conserve toujours, hein, qu'on soit dans le classeur ENC, hein, on va conserver le calcul des clés en bas de page. Vous savez, on a des clés qui sont automatiquement calculées, qui sont les euros de charge de dépenses médicales, les euros de charge brutes, le montant d'actif brut médical et les ETPR qui sont issus des onglets 3 SA, qui sont issus de l'onglet IMO ou de l'onglet ETPR. Et dans le classeur ENC, ces clés sont reportées automatiquement sur les sections de LM pharmacie, hein, de LM génie biomédical, de LGG SACG, de LGG SALP, aussi de structures financières. Et dans le classeur fusionné, ces clés sont alimentées uniquement par l'onglet clé. Donc, ne seront pas alimentés pour les LM via ce bas de page, donc pour les montants d'actifs brut médical, ni pour les euros de charge de dépenses médicales, ce sera alimenté par l'onglet clé. Pour les LGG, par contre,
ce sera via le calcul du bas d'onglet clé champ. Donc, on a en fait des onglets clé champ et clé qui ressemblent étrangement au 7 champ 7 log, mais avec des reports qui sont un petit peu bouleversés entre classeurs fusionnés et classeurs non fusionnés. C'est pas tout à fait la même chose en plus. Donc, vigilance sur ces deux onglets. On fait un petit récap. Marie, si Oui, tu me permets juste d'ajouter oui, bien quelque sûr. chose. Effectivement, dans les classeurs fusionnés, le 7 champ ne récupère pas les données des lignes en vert qui sont en bas. Néanmoins, ces mêmes données sont récupérées dans l'onglet clé. C'est-à-dire que ces calculs automatiques sont dans clé et c'est ces clés les champs qui les somment à partir de l'onglet clé. Donc, ils sont quand même récupérés, mais pas de la même façon, en effet, que précédemment. Mais néanmoins, ça reste un calcul automatique qui est bien reporté automatiquement. Il n'y a pas de démarche supplémentaire pour l'établissement sur ces mêmes données. Exactement. Donc, en fait, on fait un petit récap là. En classeur ENC, on l'appelle ENC, donc c'est le non fusionné. Aucun changement pratiquement, hein. La nature de clé est modifiable. Elle doit être modifiée aussi. Donc, la nature de clé, vous savez, elle était modifiable directement dans l'onglet. Et en fait, elle était à modifier dans l'onglet 7 champ et dans l'onglet 7 log. Elle est de toute façon aussi modifiable dans les deux onglets. Là, ça ne change pas. En revanche, dans le classeur fusionné, il y a un lien automatique qui est mis en place pour tout, pour le nombre de clés. Et donc la nature de clé n'est plus modifiable dans l'onglet clé champ. Elle est modifiable que dans l'onglet clé. Alors dans l'onglet clé, ceux qui ont déjà téléchargé Arcane ont pu le constater. Du coup, on définit si oui ou non on utilise la clé préconisée. Et si on n'utilise pas, on écrit en toutes lettres sur la colonne d'à côté la clé qu'on utilise. Et évidemment, si vous n'utilisez pas la clé, on vous demande de nous expliquer pourquoi. Et on attend quand même à ce que la clé soit relativement pertinente par rapport. Alors, on accepte évidemment, hein, que ce soit en pourcentage ou une chose comme ça, si vous n'avez pas d'autres moyens ou si vous êtes un monochamp. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir des clés contrôlables et surtout comparables d'une année sur l'autre et comparables avec évidemment les autres établissements avec la référence. Au niveau des tableaux de contrôle, rien n'a vraiment changé. On a un tableau de contrôle 1.7.11 qui permet de visualiser les évolutions d'affectation des clés entre les champs, ce qui est bien utile. Donc ça, c'est vraiment un tableau de contrôle qu'il faut vraiment regarder parce qu'on peut vite avoir des erreurs entre les champs et du coup, ça génère évidemment des biais. Là, dans notre exemple, on a un nombre de clés qui a été déclaré sur le champ SAC MCO en 2023 qui fait 8829 mètres carrés contre un nombre de clés de ventilation imputées sur ce même champ SAC MCO en année N-1 pour 25 000 mètres carrés. Donc évidemment, c'est pas tout à fait la même chose. On diminue de 64% et on s'est trompé l'année dernière ou cette année par rapport au champ SAC SSR où on a inversé. Mais évidemment que ça va conduire à des montants affectés totalement différents. Par exemple, en 2023, sur les sacs MCO, on va avoir une affectation donc de 141 000 euros, alors qu'on aura 400 000 en SSR. Donc pour un SSR, ça va être sacrément biaisant. Donc voilà, il faut vraiment bien regarder ce tableau de contrôle qui est vraiment utile, hein, qui va lister tous les champs sur lesquels il y a eu des clés déclarées. Et on peut aussi contrôler sa nature du haut par rapport à l'année dernière, donc l'évolution des clés et puis l'évolution des montants imputés aussi. Et du coup, c'est vraiment un tableau de contrôle très intéressant pour contrôler ses logistiques. Il y a un tableau de contrôle 1.7.12 toujours lié aux onglets clés champs qui est sur la vérification des incohérences, on va dire, de répartition de clés entre clés champs
et clés. Donc là, ils seront forcément justes, ces tableaux, quand on sera en classeur fusionné. En revanche, pour le classeur ENC, donc non fusionné, il va falloir toujours regarder la bonne correspondance entre les champs, en fait, le nombre de clés que vous avez déclarées par champ entre clés et clé-champ. Les anomalies apparaissent en jaune et il convient évidemment de corriger soit l'onglet clé champ, soit l'onglet clé pour les mettre en correspondance. On a toujours l'onglet finalement clé sur la partie LGG qui reste facultatif, hein. Donc ces écarts, il y en aura forcément si vous n'aviez pas l'information du détail de la consommation des clés sur les différentes sections. Je vous rappelle que l'onglet clé, hein, c'est la ventilation des clés sur les sections, alors que clé champ, c'est la ventilation des clés sur les champs regroupés. Donc encore une petite modification dans l'onglet 1DA qui est devenu l'onglet UO et qui correspond à l'onglet du RTC UO. Dans le classeur non fusionné, il n'y a aucun changement dans le remplissage de cet onglet-là, il reste exactement le même. Dans le classeur fusionné, il va y avoir un remplissage de l'onglet clé sur les UO SAMT qui est en bas de feuille en fait hein, de l'onglet clé et qui va se reporter automatiquement dans l'onglet UO. Donc attention de bien voir que dans l'onglet clé en bas de page pour les classeurs fusionnés, vous avez du coup ce remplissage qui est à faire. Dans l'onglet UO, il y a des informations concernant plusieurs types, donc des informations différentes en fonction des types de SA. On a d'abord des informations concernant les sacs à renseigner. Donc les données de capacité, le nombre de lits, le nombre de places des sacs et le nombre de journées lits d'ouverture. Le nombre de journées lits d'ouverture, je vous rappelle, c'est le nombre de journées qui sont ouvertes par lit. Ça veut dire qu'en fait, quand on a un lit, on a 365 journées lits d'ouverture. Quand on a 2 lits, on a 365 fois 2 à écrire. Donc, 700, je ne sais plus combien, 730. L'objectif, alors évidemment que si vos lits ne sont pas ouverts toute l'année, il faut en tenir compte là. Si vous êtes dans un HDJ et que vous avez du coup une ouverture que 220 jours par an de votre HDJ, dans ces conditions, c'est 220 fois le nombre de places, le nombre de journées lits d'ouverture. L'objectif, évidemment, là, c'est d'avoir des données d'activité correctes, réelles, qui nous permettent de calculer des taux d'occupation qui soient réels aussi. Il y a des contrôles embarqués sur l'onglet UO, donc en bas d'onglet. Si vous avez oublié de renseigner la capacité, eh bien, il va y avoir la mention à compléter qui va être indiquée. Et puis, dans votre onglet de contrôle, vous allez avoir aussi cette indication, contrôle sur les données de capacité, une mention à vérifier pour que vous puissiez compléter votre onglet UO. D'autres contrôles sont embarqués, hein, puisque lorsque vous avez, par exemple, vous voyez tous les contrôles qui sont sur l'onglet UO et qui sont embarqués, là vous avez un à vérifier, contrôler sur les données journée lit d'ouverture. Donc là, les journées lits d'ouverture, vous avez rentré 51 300 journées de lits d'ouverture, alors que vous avez déclaré 135 lits. Ça ferait un nombre de journées par lit de 380 journées. Donc, c'est pas possible parce qu'une année, c'est 365 ou 366 max. Et donc, forcément, il y a une erreur. Donc, c'est pour ça que c'est marqué à vérifier.
Dans les informations toujours concernant les sections cliniques, vous avez des données de surface à renseigner. Et donc, elles ne sont pas obligatoires pour les sacs. En revanche, c'est obligatoire pour les SCMT du champ SSR. C'est plutôt bien en fait de remplir ces surfaces. Donc là, pour la radio standard, ce n'est pas obligatoire, mais par contre, pour les plateaux de rééducation, on attend d'avoir des mètres carrés. Donc là, pareil, hein, il y a un contrôle embarqué. Vous pouvez voir en bas de feuille de votre onglet UO qu'il manque des choses. Ces indications qui sont renseignées en onglet UO vont vous permettre d'avoir dans vos tableaux de contrôle, donc il y a un tableau de contrôle, le 5.2, qui met en comparaison n et n-1 sur un certain nombre d'indications d'activité. Le nombre de journées, donc de n et de n-1, mais là qui est issu de votre PMSI. Donc on va avoir le nombre de journées par sac, avec du coup un taux d'évolution, donc intéressant à regarder aussi, et le nombre de lits que vous avez déclaré ici, et qui va du coup avoir été déclaré dans l'onglet UO, va ressortir ici. Et donc on va le comparer à ce que vous aviez déclaré l'année dernière. Et pareil, il va y avoir un pourcentage d'évolution qui va apparaître. Pareil pour le nombre de journées lits d'ouverture, ce qui permet de contrôler qu'on ne s'est pas trompé. On doit avoir une évolution sensiblement identique entre le nombre de lits, l'évolution du nombre de lits et l'évolution du nombre de journées lits d'ouverture, si les ouvertures de cette unité ont été sensiblement les mêmes entre n et n-1. Il y a le calcul du nombre de journées théoriques aussi, entre n et n-1. Le nombre de journées théoriques, c'est le nombre de journées multiplié par 365 pour un lit qui a été ouvert toute une année en hospice complète. Et on a donc une possibilité de comparaison par rapport à notre nombre de journées de lit d'ouverture. Si on est équivalent, ça veut dire que tout est juste. Et si on n'est pas équivalent, qu'on est en dessous, eh bien, ça veut dire que vous avez forcément fermé votre unité pendant un certain nombre de jours. Ça va permettre aussi de calculer, comme je vous le disais tout à l'heure, le taux d'occupation. On a deux taux qui s'affichent dans ce tableau de contrôle 5.3, le taux d'ouverture, qui est le nombre de journées théoriques rapporté au nombre de journées maximum. Donc vous avez ouvert votre service 200 jours dans l'année, vous avez donc déclaré votre nombre de journées lits d'ouverture correctement. Et par rapport à un service ouvert 365 jours, vous allez avoir un taux d'ouverture qui va se calculer. Là, par exemple, dans notre exemple, le taux d'ouverture, il est de 100%. Ça veut dire que vous ouvrez vos lits d'HC sur toute l'année, 365 jours par an. On va avoir le taux d'occupation de la SAC qui, là, va être le nombre de journées réelles, donc issues de votre PMSI de chacune des SAC, rapporté au nombre de journées lits d'ouverture que vous avez renseignées. Vous avez été ouvert 365 jours et vous avez un lit qui a fonctionné, qui a été occupé, qui a donc un nombre de journées de 365, vous auriez un taux d'occupation de 100%. Sauf que en réalité, vous ne l'avez pas utilisé tous les jours de l'année, et c'est le nombre de journées réalisées divisé par le nombre de journées lits d'ouverture qui va se calculer là. Là, le taux d'occupation de l'affection de l'appareil locomoteur hospice complète que vous avez a été du coup de 77,85%. Comme l'année dernière, ça c'était l'exemple qui était comme ça, c'est rarement le cas. La DMS aussi est calculée de la même manière, la durée moyenne de séjour. Et est à comparer avec une DMS de référence qui est indiquée, bon, à prendre avec des pincettes, hein, évidemment, parce que chacun a ses spécificités et que là, la DMS de référence est souvent très importante.
Dans l'onglet UO, il y a des informations qui concernent aussi à renseigner sur les SMT. Les SMT d'actes CCM et des SMT, du coup, on verra, d'actes César. Au niveau des actes CCM, on va avoir la nature de l'UO qui est dépendante de la catégorie de SMT qui a été du coup utilisée. Par exemple, il y a les SMT qui sont paramétrés en sous-traitance, qui sont paramétrés en unité d'œuvre, montant sous-traité. Donc, ces SMT doivent avoir un fichier particulier, Aramis, un fichier avec des euros, en fait, avec un montant en euros qui va être déclaré. Au niveau, et ce sera le fichier 4 Aramis. Au niveau, par exemple, des laboratoires, mais ça peut être aussi de l'imagerie, on peut avoir une unité d'œuvre pour le laboratoire en B ou en valorisation euro. Et dans ces cas-là, on utilisera le fichier 10 pour déclarer ces unités d'œuvre. Et pour l'imagerie, donc les SMT d'imagerie, si on a une unité d'œuvre en ICR, on va utiliser aussi le fichier 10. Pareil pour l'exploration fonctionnelle. On fait une petite alerte sur la confusion que parfois les nouveaux participants peuvent avoir entre les natures du haut, valorisation du haut, qui là est une unité d'œuvre métier qui serait à déclarer en fichier 10, et le montant sous-traité qui là est la charge qu'a eu l'établissement de sous-traitance en euros qui est à déclarer en fichier 4. Donc là, en fait, cette nature du haut qui a normalement été paramétrée dans Arcane et qui s'affiche dans l'onglet UO est dépendante de la catégorie de la SMT qu'on veut suivre au séjour. Au niveau du classeur fusionné, on va avoir un report automatique de l'onglet clé. L'activité externe, ici, va être renseignée en dernière colonne de l'onglet clé et elle va être reportée dans l'onglet UO. Et du coup, on attend un éclatement de l'ensemble de ces UO qui auront été déclarés dans l'onglet clé dans les différentes lignes qui s'affichent en bleu. Donc, on pourra avoir du coup des patients externes, de la production pour les budgets annexes, de la médecine du travail, de l'étalonnage et enfin un solde qu'on n'aura pas pu affecter par exemple. Au niveau des autres lignes, ce sera la même chose que d'habitude, c'est-à-dire qu'on va avoir les séjours d'hospitalisation, qu'ils soient MCO, SSR, etc. Pour les unités d'œuvre en ICR, mais uniquement celles-ci, on attend deux indications. L'indication si le médecin est salarié ou non salarié dans cette SMT-là, et la version des ICR utilisée. Pour cette année, la version à indiquer et à utiliser, évidemment, pour calculer les ICR en fonction de vos actes CCM, c'est la version 2024. C'est cette version qui doit être indiquée, c'est cette version qui doit être utilisée. Comme les autres informations, il y a des contrôles embarqués, des contrôles, vous avez pu voir sur la capacité, et il y a des contrôles sur les unités d'œuvre déclarées en MCO, en SSR, en HAD et sur les contrôles justement de ces informations spécifiques à remplir sur les ICR. Si ces informations ne sont pas complétées en fait par rapport aux ICR là, les tableaux de contrôle ne seront pas calculés, les tableaux de contrôle sur les SMT ne seront pas calculés. Si on n'a pas de nombre du haut, on ne peut pas calculer un coût unitaire.
Donc là, on vous fait un petit focus en fait aussi sur les contrôles qui reviennent sur l'onglet contrôle et donc qui remonteront aussi dans le tableau de contrôle afférent au contrôle d'Arcane. Donc là, par exemple, on a oublié de déclarer les unités d'œuvre consommées sur les hospitalisés SSR. On a donc en radiologie pas d'unité d'œuvre en SSR hospitalisée. Et donc là, on a une mention qui s'affiche qu'il manque des unités d'œuvre SSR et on va avoir dans l'onglet contrôle et dans le tableau de contrôle sur les contrôles Arcane, ce contrôle des données des UO qui va être mentionné à vérifier. Donc, il y a vraiment beaucoup de contrôles sur lesquels vous pouvez être interpellé sur des informations manquantes sur les SMT. Ces informations qui sont renseignées sur l'onglet UO se reportent aussi dans le tableau de contrôle 6.4.1 sur l'exhaustivité du nombre d'UO recueillis et déclarés par SMT. Vous allez avoir le nombre d'unités d'œuvre que vous avez déclaré dans votre fichier 10 Aramis, qui va s'inscrire dans cette colonne nombre d'UO Aramis par SMT. Et vous allez avoir le nombre d'UO que vous avez déclaré dans votre onglet UO sur ces mêmes SMT. On attend évidemment une stricte correspondance. Donc, regardez bien qu'il n'y ait pas d'écart, sinon il va y avoir une incidence bien sûr sur après le montant qui va être le coût qui va être remonté sur chacun de vos séjours. Donc, on doit avoir une parfaite correspondance. Là, dans ce cas-là, même si on a déclaré des unités d'œuvre sur les autres champs d'activité, les seuls qui vont être retenus parce qu'on est dans le NCSSR, c'est les hospitalisés SSR. Au niveau des SMT que vous avez paramétrés en sous-traitance, là, au niveau de l'onglet UO, il va falloir bien regarder que ce que vous avez déclaré en totalité, en montant sous-traité dans votre onglet UO, corresponde à ce que vous avez imputé sur la SAMT de sous-traitance médicale. Donc, sur le logiciel Arcane, il va falloir que vous créez les SMT qui sont en sous-traitance, que vous les paramétriez dans votre Arcane, évidemment, que vous les différenciez lorsqu'il s'agit de laboratoires nomenclaturés et hors nomenclature. Ça veut dire que vous aurez deux sous-traitances, même si c'est une sous-traitance, il va falloir créer deux SMT distinctes. Il va falloir donc que vous paramétriez l'unité d'œuvre en montant sous-traité. Dans l'onglet UO, sur chaque SMT en sous-traitance, vous allez déclarer par type de bénéficiaire le montant en euros que vous suivez, que vous avez en charge sur ces différentes bénéficiaires. Le total de ces UO en montant sous-traité doit être égal au solde de votre compte 611 que vous avez imputé sur la SMT en sous-traitance dans l'onglet 3SA. On attend donc, et ça vous pouvez le contrôler très rapidement, en TDC 6.1, vous avez donc un coût de l'unité d'œuvre montant sous-traité évidemment égal à 1 euro, puisque le total des charges nettes que vous avez imputé sur la SMT doit correspondre au total des UO de la SMT. Donc, je pense que c'est bon. Enfin, souvent, on a la problématique qu'on rencontre. Donc, c'est vraiment bon que vous vous référiez à cette diapo à chaque fois que vous avez de la sous-traitance pour bien vous assurer que vous avez tout bien fait comme il se doit.
Donc là, en fait, on vous montre comment paramétrer en sous-traitance. Vous avez du coup votre laboratoire général. La nature du haut est à paramétrer ici en montant sous-traité. Et vous avez du coup le mode de la SAMT, donc le mode de fonctionnement, qui est soit interne, soit sous-traitance, soit groupement. Là, il faut cocher sous-traitance. Donc là, on fait un petit exemple. Donc là, on a deux SAMT qui sont paramétrés en sous-traitance, la radiologie et la scanographie. En onglet 3SA, on avait de la sous-traitance imagerie du compte 611-12 pour 142 000, dont 81 000 a été imputé sur la radiologie et 61 000 sur la scanographie. Et dans l'onglet UO, on a déclaré des unités d'œuvre par type de bénéficiaire et on se rend compte que, en fait, alors qu'on a paramétré en sous-traitance ces deux SAMT, au niveau de la scanographie, on n'a pas retenu la bonne unité d'œuvre, puisqu'on a retenu ICR à la place de montant sous-traité, donc ça ne va pas pouvoir aller, ça ne va pas coller. Et dans la radiologie, on a bien paramétré le montant sous-traité, mais par contre, on se rend compte que le nombre d'UO déclaré n'est pas cohérent, puisque là, on a 34 627,94 en total d'UO déclaré, alors qu'on attendait 81 365, le montant sous-traité qu'on a imputé dedans. Donc, il va falloir corriger. On attendait 81 000 et on a déclaré sans doute d'autres types d'UO. Soit c'est parce qu'on s'est trompé et que du coup on veut déclarer en ICR, soit eh bien, il va falloir corriger l'onglet UO pour mettre vraiment en concordance les deux. Donc les deux là seraient finalement à corriger. Dans le tableau 2.13, quand on calcule le taux de suivi des sous-traitances, on a donc un taux de sharp qualité demandé à 80%. Lorsqu'on n'a pas la concordance entre le total des UO de l'onglet UO et le montant sous-traité imputé, forcément, ça a un impact sur le taux de suivi. Donc, quand vous avez un taux de suivi qui est bizarrement pas celui que vous attendez, c'est peut-être que vous avez fait une erreur auparavant et que ça ne coïncide pas, ça ne concorde pas entre l'onglet 3SA, ce que vous avez imputé sur la SAMT et finalement ce que vous avez renseigné dans l'onglet U. Donc là, dans ce cas-là, on voit que la sous-traitance à caractère médical qui a été déclarée dans Aramis, c'est 23 638, et le montant des charges nettes dans Arcane qui apparaît, 97 400, bizarrement est plus important que ce que vous suivez dans Aramis. Ce qu'il faut voir, c'est que le montant des charges nettes qui est retenu est proratisé en fonction des unités déclarées dans le champ des hospitalisés du champ traité, donc là en SSR. Donc en fait, on vient retenir dans ce montant qui a été imputé uniquement le nombre d'UO qui correspond à vos hospitalisés SSR. Donc là, si on veut regarder dans l'exemple, on a 23 638 UO hospitalisés dans notre exemple, 34 628 UO total. Et comme on avait un montant imputé de 81 365, on devra ici avoir 55 000 pour la radiologie et pour le scanner, on fait même opération, 12 684 tuyaux hospitalisés qui a été déclaré à tort, sur 18 544 au total,
c'était notre total de colonnes, fois 61 000 qui avaient été imputés en onglet 3SA dans la colonne SAMT de scanner, ça doit faire 41 858 et c'est l'addition de ces deux qui va être du coup repris dans ce tableau de contrôle, d'où les anomalies cumulées que vous avez faites qui vont pas correspondre à vos montants déclarés sur Aramis. Donc, on vous propose de nouveau un temps d'échange et du coup, sans enregistrement, il me semble, Séverine. Alors, avec ou sans, ça dépend parce que les questions peuvent intéresser de façon générale ceux qui pourraient éventuellement écouter aussi l'enregistrement en replay. Mais si les personnes souhaitent ne pas être enregistrées, je suspends l'enregistrement le temps de la question. Il n'y a rien sur le Q&R pour le moment, sur questions-réponses. Si vous avez des questions, si vous souhaitez prendre la parole. C'est très très clair, semble-t-il. Mais s'il n'y a pas de questions, on va poursuivre. Je vais arrêter le premier enregistrement.